Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Obama durcit le ton face à l'État islamique. Le chef de la Maison-Blanche s'est dit prêt à frapper l'État islamique en Syrie et en Irak. Il reste à présent à convaincre les pays de la région. C'est l'objectif affiché de la réunion qui se tient ce jeudi à Jeddah. Ils sont libres. Hassan Fliti et Abdallah Brahidi ont été remis à la Sûreté générale libanaise. Ils avaient été enlevés ce week-end par des hommes armés à Ersal, leur ville natale. L'aviation syrienne bombarde un marché populaire d'El-Bab au sud-est d'Alep, une localité tenue par l'État islamique. Il y a au moins 11 morts et 17 décès, tous des civils. Et nouvelle vague de sanctions économiques européennes contre la Russie. Moscou a déjà préparé des mesures de rétorsion, annonce ce jeudi le Kremlin. Obama durcit le ton face à l'État islamique, répondant aux attentes de l'opinion. Ces derniers jours, les sondages indiquaient que les Américains jugeaient le président des États-Unis trop timoré face au groupe djihadiste. Dans un discours prononcé à l'occasion du 11 septembre, le chef de la Maison-Blanche s'est dit prêt à frapper les miliciens de l'État islamique en Syrie et en Irak, où, en quelques semaines, l'armée américaine a mené plus de 150 frappes aériennes en appui aux troupes gouvernementales. La position vis-à-vis de la Syrie est plus délicate, selon Obama, qui a dit ne pas pouvoir compter sur le régime de Bachar el-Assad. Un régime qui a perdu toute légitimité, selon le président américain, qui a par ailleurs redit son intention de renforcer l'opposition syrienne. Une opposition qui constitue, selon Obama, le meilleur contrepoids aux groupes extrémistes. Je vous le disais en titre, Barack Obama a donc annoncé qu'il allait combattre l'État islamique aussi bien en Irak qu'en Syrie. Et les États-Unis ont obtenu le soutien de l'Arabie saoudite. Il reste à présent à convaincre les autres pays de la région. C'est l'objectif affiché de la réunion qui se tient ce jeudi à Jeddah en Arabie saoudite. Le secrétaire d'État américain John Kerry, arrivé ce matin, rencontre ses homologues du Golfe, mais aussi de Jordanie, d'Égypte, de Turquie et du Liban. La question est de savoir si tous ces pays, notamment le Qatar, adhéreront donc à cette coalition contre l'État islamique. Doha est en effet soupçonné par ces pays voisins, mais aussi par l'Occident, de financer des groupes islamistes. Barack Obama, le président américain, l'a rappelé dans son discours, pour mener à bien cette coalition contre l'État islamique, il a besoin de la coopération de tous les États du Golfe, sans exception. Des frappes américaines contre l'État islamique en Syrie, décidées sans l'aval de l'ONU, constitueraient une violation grossière du droit international. C'est en tout cas la réaction de Moscou au lendemain du discours de Barack Obama. Le ministère russe des Affaires étrangères a également estimé qu'une telle initiative, sans l'accord du gouvernement syrien, constituerait également un acte d'agression. L'Irak a de son côté salué le plan anti-djihadiste d'Obama. Le Premier ministre Haïdar el-Obadi a dit accueillir favorablement la stratégie du président américain pour combattre l'EI et les groupes terroristes. Par ailleurs, sachez que François Hollande est attendu demain à Bagdad. Objectif apporté aux autorités irakiennes après la visite de John Kerry. Le soutien de Paris donc pour lutter contre les terroristes de l'EI, protéger les populations civiles et rétablir l'état de droit sur l'ensemble du territoire irakien. Un déplacement qui intervient avant la tenue lundi à Paris d'une conférence internationale sur la sécurité en Irak et la lutte contre l'État islamique. Ce sommet verra la présence des représentants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. 11 civils ont été tués et 17 autres ont été blessés, au moins en tout cas ce jeudi, lors de raids de l'aviation syrienne sur une localité du nord de la Syrie tenue par l'État islamique. Les chasseurs ont tiré des roquettes sur un lieu de grande affluence près d'un marché populaire de El-Bab, au sud-est d'Alep. Ces derniers jours, l'État islamique a commencé à vider ses sièges dans cette agglomération pour éviter les bombardements aériens de l'armée syrienne et les éventuelles frappes américaines. Et puis sachez aussi que les 45 casques bleus fidjiens enlevés le 28 août sur le plateau du Golan en Syrie donc ont été libérés ce matin par le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. C'est une bonne nouvelle, on l'a appris aujourd'hui. Hassan Fliti et Abdallah Brahidi, qui avaient été kidnappés lundi, ont été libérés. La famille Masri les aurait remis à une délégation de la Sûreté générale libanaise à Our-Tahal. Après avoir décapité 2 soldats, un sunnite et un chiite, l'État islamique a menacé de tuer le soldat Ali Masri.
Hassan Fiti et Abdallah Braidi sont tous deux originaires d'Ersal dans la Bekaa. Ayman Sawan, libanais originaire de Sarnaël, lui, avait été enlevé donc lundi et donc près de Taïbé à Baalbek. Il a aussi donc été libéré cette semaine, c'était mardi. De nombreux enlèvements et contre-enlèvements entre sunnites et chiites ont eu lieu lundi dans la Bekaa, favorisée, je vous le rappelle, par la tension liée au rapt de militaires libanais par les djihadistes à Ersal. 2 soldats ont été décapités ces 10 derniers jours par l'État islamique. Le Premier ministre Tamam Salam se rendra au Qatar dimanche dans le cadre des négociations sur le dossier des 28 militaires enlevés par les djihadistes lors des combats à Ersal début août. Le directeur de la Sûreté Générale, le général Abbas Ibrahim, qui a été officiellement chargé du dossier, fera également partie de la délégation. Avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, M. Belveri. Alors, je disais tout d'abord, commençons par cette libération. C'est une bonne nouvelle pour les familles, justement, de ces 2 Libanais enlevés près d'Ersal. À votre avis, est-ce que c'est la fin du cauchemar pour les soldats libanais retenus toujours par les djihadistes? Je doute fort. Je doute fort. Ce n'est qu'un, si vous voulez, une scène parmi tant d'autres qui se répète, hélas, dans le pays. Parce que la menace terroriste existe toujours. Et nous sommes devant 2 choix. Ou bien le gouvernement, à travers l'armée, il arrive à libérer les soldats kidnappés à travers une opération armée mais chirurgicale, car le danger est très grand au cas où les combats reprennent en branle-bas de combat dans la région d'Ersal, et on ne pourra, à mon avis, pas contrôler l'issue de ces combats-là. Sinon, le gouvernement n'a de choix que de négocier à travers une tierce personne, un tiers gouvernement arabe essentiellement, pour trouver une issue à ce kidnapping. Monsieur Salouane, sans pour autant céder aux demandes de faire libérer tous les opposants ou tous ceux qui sont arrêtés en prison au niveau des islamistes. À votre avis, doit-on s'attendre à, en tout cas, une avancée après la réunion à Jeddah aujourd'hui en présence de John Kerry? Écoutez, dans tous les cas, je pense que le scénario de 2003 se répète d'une certaine manière. Vous savez, la menace terroriste est énorme et très importante au niveau non seulement de la région, mais au niveau international. Et ces organisations terroristes, Daesh, l'État islamique, qui contrôle presque la moitié de l'Irak, pour le moment avec tous les moyens exorbitants qu'il a, financiers et militaires, si je peux dire, il brave tous ces gouvernements démocratiques, occidentaux et arabes régionaux. L'issue est que cette puissance, la puissance occidentale, puisse toucher en plein fouet ces organisations terroristes, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Il n'y a aussi que 2 choix, ou bien que la Russie accepte cette opération militaire menée à travers, si vous voulez, les Nations Unies. Sinon, si le veto est présenté par la Russie, je pense que le même scénario du temps du président Bush fils en 2003 va se répéter. Une coalition des gouvernements et des puissances militaires occidentales et arabes vont aller en avant pour annihiler la présence de cette En tout cas, M. Salouane, un avant-goût aujourd'hui. La Russie parle d'une agression, Damas également, si le pouvoir de Bachar el-Assad n'est pas consulté justement pour ce qui est de ces frappes éventuelles, des frappes aériennes américaines. À votre avis, est-ce qu'il faudra aussi l'aide de l'Iran dans ce dossier? Sûrement, l'Iran, au moins l'accord tacite de l'Iran est nécessaire. Et il est dans l'intérêt de l'Iran de donner son accord, même tacitement. Vous savez, le président Bachar el-Assad, en ce moment, n'est pas dans la même situation que fut son père, le président Hafez el-Assad, du temps du président Bush.
Donc il n'a pas les mains libres et il ne peut pas tergiverser ou exiger un prix exorbitant pour son accord, pour cette frappe militaire. Donc je pense si l'Iran accepte tacitement, donne son accord tacite aux gouvernements occidentaux, aux États-Unis, à travers un accord qui sera conclu entre eux, comme d'habitude, sur la table, et que toutes les puissances régionales, Arabie Saoudite en premier lieu, sont non pas seulement d'accord, mais ils exigent que les États-Unis interviennent d'une certaine manière. Oui, le scénario, au cas où les Nations Unies ne décident pas une frappe militaire internationale, le scénario de 2003, c'est-à-dire les États-Unis, à travers les États-Unis, de nouveau, il y aura une frappe militaire sur cette puissance, cette organisation terroriste qu'on appelle l'État islamique et qui n'a aucun... Voilà en tout cas pour vos commentaires. Monsieur Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour vos éclairages. Restez des nôtres. Au retour de la pause, l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius déclaré non coupable du meurtre de son ex-petite amie. Merci, la Moussaradout. Retour sur le plateau de l'info. L'armée israélienne ouvre plusieurs enquêtes criminelles sur des cas éventuels de violations durant la guerre à Gaza. Il s'agit notamment de la mort de plusieurs enfants palestiniens. Le 16 juillet dernier, 4 enfants palestiniens qui jouaient sur une plage de Gaza mouraient donc dans un bombardement de l'armée israélienne. Et le 24 juillet, c'est une école de l'ONU abritant des déplacés qui était prise pour cible. Bilan 14 morts. L'armée israélienne étudie des dizaines d'autres cas donc, où des soldats ou des officiers auraient pu enfreindre la loi internationale. Il y a un mois, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a nommé une commission d'enquête. Elle devra rendre son rapport en mars 2015. Les 28 ambassadeurs représentants permanents des pays de l'Union européenne à Bruxelles ont décidé de lancer une deuxième vague de sanctions après celle imposée début août à la Russie. Les détails exacts de ces nouvelles sanctions ne seront connus que lors de leur publication au journal officiel de l'Union européenne prévu pour ce vendredi. Mais on dispose déjà de plusieurs indications sur leur contenu. Elles vont frapper plus intensément les secteurs économiques déjà concernés par le premier train de sanctions. Il s'agit de l'énergie, de l'armement, des marchés financiers ou encore des biens à double usage civil et militaire. En l'occurrence, par exemple, pour tout ce qui concerne l'extraction pétrolière en mer. Par ailleurs, les interdictions de visa Schengen et la confiscation des avoirs seront étendues à des dirigeants criméens, des séparatistes du Donbass et des oligarques russes. La Russie a préparé de nouvelles mesures de rétorsion aux sanctions que l'UE entend imposer à partir de demain et elle prévoit notamment des restrictions aux importations de certaines voitures ou de produits de l'industrie légère selon un conseiller du Kremlin. Selon le tribunal de Pretoria, en Afrique du Sud, Oscar Pistorius n'est pas coupable du meurtre de son ex-petite amie le 14 février dernier. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'ex-champion paralympique ne sera pas condamné. Pour justifier son jugement, la juge Massipa a expliqué qu'il y a une différence entre tirer sur quelqu'un et vouloir le tuer. Oscar Pistorius a toujours dit croire à un intrus, un cambrioleur, affirmant ensuite que dans la panique, il avait tiré sans vraiment réfléchir, sans vraiment s'en rendre compte. Pas d'inculpation donc pour l'instant de meurtre. Il reste donc la qualification d'homicide involontaire ou l'acquittement. Quelques remarques faites par la juge ce matin laissent supposer qu'il n'y aura pas d'acquittement demandé par la défense. Concernant l'accusation d'homicide, il n'y a pas de peine définie. Cela peut être sanctionné par une peine de prison ou de prison avec sursis associée à une amende. C'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Obama durcit le ton face à l'État islamique. Le chef de la Maison-Blanche se dit prêt à frapper l'État islamique en Syrie et en Irak. Il reste à présent à convaincre les pays de la région. C'est l'objectif affiché de la réunion qui se tient actuellement à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ils sont libres. Hassan Flieti et Abdallah Brahidi ont été remis à la Sûreté générale libanaise. Ils avaient été enlevés ce week-end par des hommes armés à Ersal, leur ville natale. L'aviation syrienne bombarde un marché populaire d'Al-Bab, au sud-est d'Alep, une localité tenue par l'État islamique. Il y a au moins 11 morts et 17 blessés, tous des civils.
Nouvelle vague de sanctions économiques européennes contre la Russie. Moscou a déjà préparé des mesures de rétorsion, annonce ce jeudi le Kremlin. Excellente suite de programmes sur notre antenne. À demain.